Et notre invité aujourd'hui est François Robotte. Bonjour François Robotte, merci d'être présent sur TV Liberté. Vous êtes journaliste. Et alors, ça change un peu des invités habituels de TV Liberté. Vous êtes critique gastronomique. Alors, nous allons évoquer ce métier, bien évidemment, avec vous. Un métier que vous exercez depuis plus de 30 ans. Mais avant d'être animateur d'émissions culinaires, par exemple sur France 3, ou d'être le chef du service gastronomie à France Soir, vous avez eu une autre vie bien différente finalement, celle de reporter, de photographe. Et vous avez travaillé avec le Luron, vous avez travaillé pour le Figaro Magazine, etc. Et pourquoi avoir rompu avec ce métier qui est quand même un métier de passion, qui est celui d'être photographe? Oui, après avoir beaucoup bourlingué, on se rend compte de l'évolution de ce métier qui est en pleine déperdition, n'ayons pas peur de le dire. Aujourd'hui, les reporters photographes ne sont pas chômeurs, mais pratiquement, l'actualité va de plus en plus vite. On a les photos instantanément, elles font le tour du monde à la vitesse de l'Internet. Et ce métier, j'y vais carrément vous dire qu'il est sinistré. Et que j'ai beaucoup de confrères qui essayent de se reconvertir dans la vidéo et qui ne sont pas sûrs d'y arriver. Alors vous êtes, vous, reconverti, c'est le mot que vous venez d'utiliser. Absolument. Dans la gastronomie, on pouvait trouver un plus mauvais choix d'ailleurs. Et vous êtes lancé donc à partir de 1987 dans une émission qui était sur France 3 à l'époque, qui s'appelait Quand c'est bon, eh ben, il n'y a pas meilleur. Et c'est là que vous avez quand même découvert les cuisiniers les plus talentueux que vous avez reçus, une génération dont on connaît les noms et donc qui a marqué les esprits. Comment, après 30 ans de cette profession, comment vous jugez le monde de la gastronomie, ce qu'on appelle véritablement cette corporation? Quel est le regard que vous portez sur elle? Il est en pleine évolution comme la société actuelle. Ça va très vite. Les cuisiniers que j'ai eu la chance de fréquenter en qualité de reporter photographe, les plus grands, les plus célèbres également, parce qu'à une époque, ils étaient beaucoup moins célèbres qu'ils le sont aujourd'hui. Et brusquement, ça m'a donné, après avoir travaillé dans l'équipe de Thierry Leluron et dans l'équipe du chansonnier Jacques Maillot, dans une émission sur FR3 qui s'appelait Paris Pios, je me suis dit, je vais me lancer dans cette aventure et essayer de présenter une émission originale. Ça, c'est très prétentieux, mais qui était également et qui reste la seule émission enregistrée en direct sans montage. Et comme j'avais, grâce à Thierry, le sens un peu du spectacle et aussi avec le côté incisif de Jacques Maillot, j'ai décidé d'inviter des gens qui faisaient véritablement la cuisine. J'ai invité Henri Salvador, Jacques Martin, Stéphane Collaro, Pierre Perret, je ne vais pas tous les énumérer. Ah si, Jean-Yann. Jean-Yann, la 100e. Exactement, bravo, merci de me le rappeler, Martial. La 100e fêtée avec Jean-Yann et Joël Robuchon. Et Jean-Yann m'a dit, vous avez bien fait de m'inviter, je ne fais que les 100e. Donc j'étais évidemment terriblement ému. Et je suis un peu consterné en ce moment de l'évolution de la cuisine. Les jeunes qui débutent sont tous des superstars. On a oublié les anciens qu'on a mis un peu, non pas au vestiaire, mais pratiquement à la retraite obligatoire. Et la cuisine évolue avec des émissions de télé-réalité qui sont scénarisées, montées. Quand ça ne va pas, on coupe, on recommence et on assiste à des audiences agréables, mais malgré tout, qui ne correspondent pas à la réalité. À l'authenticité, finalement. À l'authenticité. C'est complètement frelaté. On ne sait même pas apprendre à faire cuire un œuf sur le plat. C'est ce que Raymond Oliver imposait à ses recrues en disant avec son accent incomparable, mon petit, fais-moi cuire 2 œufs. Alors les œufs, selon les chefs, on les poêle bien sûr comme tout le monde, mais on doit les terminer au four pour qu'ils soient miroirs. Et donc on peut le faire aussi à la maison, pourquoi pas. Je pense que ça prendrait trop de temps. Ben voilà une information importante. Des œufs miroirs, je ne sais pas comment on les faisait. Est-ce que cet amour de la gastronomie qui est le vôtre, on ne peut pas faire ce métier 30 ans et plus, puisque vous continuez à le faire sans se passionner, bien évidemment. Est-ce que l'intérêt pour la cuisine, pour les recettes de cuisine,
On voit aussi quand même la pléthore d'émissions sur ce thème. Est-ce que finalement c'est une spécificité française? Est-ce que c'est une exception française? Est-ce qu'à l'étranger, on s'intéresse autant à sa gastronomie nationale? Alors je vais défendre, et j'en suis un farouche défenseur, la cuisine française. On est chef de file, on forme encore beaucoup d'étrangers, ça a essaimé. Maintenant, avec les moyens modernes de communication, on peut regarder des émissions de cuisine du monde entier. Et évidemment, nos amis étrangers se sont mis non seulement à bien apprendre à faire la cuisine avec des bases solides, mais également à nous communiquer leurs recettes traditionnelles. Et aujourd'hui, on n'a que l'embarras du choix pour voyager avec un simple ticket de métro. On prend le métro ou on prend un taxi ou sa voiture. Sa voiture, c'est déconseillé, surtout qu'il ne faut pas abuser des bonnes choses et notamment de nos grands vins. On peut aller faire le tour du monde avec des restaurants de grande qualité. Et ces restaurateurs ont appris la cuisine la plupart du temps en France, chez nous. Est-ce que vous pensez que la gastronomie française est supérieure aux autres? On a souvent ce débat-là en disant il y a aussi une gastronomie italienne, chinoise, japonaise, marocaine et j'en passe. Est-ce que la cuisine française est supérieure à toutes celles-là ou toutes se valent? Après tout, la cuisine anglaise est valable, aussi valable que la cuisine française. Je n'irai pas jusque-là parce que ce serait vraiment très prétentieux de dire coucou, cocorico, comme on sait aussi bien le faire. Nous sommes les meilleurs. Simplement, il n'y a pas 36 façons de cuisiner un poisson frais. Et Paul Bocuse a résumé cette situation en déclarant il n'y a pas plusieurs cuisines, il n'y a que la bonne cuisine. Et c'est à chaque client, puisque au restaurant, on a une addition qui arrive à la fin du repas, c'est au client de dire « ça m'a plu, ça ne m'a pas plu ». Je disais à l'instant que la cuisine et la gastronomie occupent une place importante en France, hein, on le sait, et notamment aussi d'ailleurs dans les médias. Alors pourquoi en proposer une nouvelle que vous faites déjà et que vous allez amplifier sur Radio Liberté, qui est le petit frère ou la petite sœur de TV Liberté? Alors sur Radio Liberté, on va modestement toujours essayer de donner des informations intéressantes qui correspondent à ce que fait Radio et TV Liberté, c'est-à-dire indiquer aux gens, leur éviter de prendre des vessies pour des lanternes parce qu'il y a énormément de marketing dans la cuisine. Donnez-moi un exemple, dites-moi quelque chose. Comment réinformer dans la gastronomie, par exemple? Alors écoutez, la dernière information, et on en parlera sur Radio Liberté, c'est payé par San Pellegrino, la célèbre boisson pétillante, qui organise un repas dans les cuisines de certains restaurants pour manger le repas du personnel. Parce qu'il y a, paraît-il, des restaurants où le personnel mangerait aussi bien que les clients. Alors, vous dire qu'ils mangent mal, ce serait mentir, mais vous dire qu'ils mangent très bien, il y a même des cuisines, à Paris surtout, et dans des villes de province, dans lesquelles on ne peut pas rentrer. Et ça, c'est du marketing. Vous avez sur les abribus actuellement une campagne de San Pellegrino pour dire venez déjeuner au repas des communards. Le communard, c'est le cuisinier chargé de faire la cuisine pour le personnel. Mais il y a des petits restaurants où ils sont le chef et son sous-chef, le chef ou son épouse. Là, on est en train de nous mystifier. Par exemple, au Ritz, place Vendôme à Paris, qui viendrait ouvrir. Un palace parisien qui viendrait ouvrir. Vous avez un self-service pour le personnel et qui tourne en moyenne entre 100 et 150 couverts jour avec les équipes qui y travaillent. Et je vous assure que ça vaut tous les self-services du monde. Par contre, le restaurant de la 3e rue à gauche au fond de l'impasse, on ne sait pas exactement. D'abord, il n'y a pas de communard et voilà, il y a tout un tas de marketing, de supercherie et on sera là pour renseigner les auditeurs et les téléspectateurs de se préserver et de ne pas accepter n'importe quoi. Est-ce que, en plus d'aller à la rencontre donc, des chefs, vous l'avez déjà fait, j'ai entendu le chef Trois Gros sur Radio Liberté, j'ai entendu des producteurs, des créateurs, les Pétrosians, ce sont, je ne sais pas quel est le terme qu'on peut dire, parce que c'est quasiment artistique. Ben oui, c'est les importateurs, les premiers importateurs du caviar à l'époque où on avait encore le droit d'importer du caviar du RSS. Depuis, Bruxelles s'en est mêlé et on préserve les esturgeons, plus de caviar
corvière sauvage. Alors, est-ce que vous allez aussi présenter des recettes? Bien sûr. Des recettes comment? Parce que là, comment on réinforme la recette? En mettant celle du terroir, en mettant la recette atypique ou typique? On peut panacher, on peut également respecter les saisons, c'est très important parce qu'actuellement il y a aussi une grande offensive qu'il faut préserver ce que l'on a dans notre assiette. Il y a des pétitions, il y a des suppliques, il y a tout ce qu'on veut. On est vraiment en période électorale, mais il y a une cuisine absolument pour défendre la qualité de notre assiette qui est absolument ahurissante, dans la mesure où, éventuellement, le consommateur, nous sommes tous consommateurs, on n'est pas très informé. On va, comme tout le monde, au supermarché du coin, on va encore sur notre marché et on va aider modestement toujours, le mieux possible, pour que nos amis puissent, en toute confiance, acheter des tomates uniquement à la saison des tomates. Ça n'a pas la peine d'en acheter en ce moment. Elles n'ont aucun goût. Elles viennent de hors sol. Elles n'ont jamais vu la terre. Enfin, il y a mille choses qu'on ne va pas apprendre parce que les gens ont cette particularité, ils le savent mieux que nous, tant mieux, mais je crois qu'il y en a qui ont besoin d'être renseignés. En effet, mais alors quel est l'axe que vous allez choisir? Est-ce qu'il y a toujours ce débat aussi qui existe entre une cuisine remarquable, on peut penser par exemple à Ducasse à Paris, dans son restaurant prenant la naturalité, oui, bien sûr. Et donc des petites portions, et puis des restaurants qui proposent une choucroute à la Baumann merveilleuse. Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Est-ce qu'il faut privilégier ce qu'on appelait la cuisine nouvelle? Je ne sais plus si le terme est encore juste, ou est-ce qu'il faut privilégier la cuisine de terroir où les deux peuvent exister l'une à côté de l'autre? Martial, la cuisine nouvelle a apporté un sens rigoureux des cuissons. Avant, on faisait surcuire le poisson. Aujourd'hui, on vous sert un filet de cabillaud archi-cuit. Vous n'allez pas le manger. Donc, obligatoirement, c'est un grand progrès. On va quand même remercier messieurs Goemio. Ils n'ont pas fait que ça parce que c'était une entreprise très commerciale et ça leur a très bien profité. Autrement... Henri Gault et Christian Millot. Je dis Christian et pas Philippe Millot, qui est le président de la chaîne. Ah non, rien à voir. Voilà. C'est pas pareil, non, Christian. Voilà, d'anciens journalistes de Paris Presse qui se sont retrouvés pour faire un guide. Aujourd'hui, les guides sont très fatigués, mais on va toujours avec le souci d'informer et de prendre le contre-pied de la désinformation, modestement, toujours, expliquer que, attention, là, c'est pas la peine d'acheter les tomates, mais il y a autre chose. On a énormément de produits. On ne sait pas d'où ils viennent, c'est même pas indiqué, alors que normalement, il y a une législation qui impose sur les ardoises et sur les étiquettes d'indiquer la provenance, même des légumes. François Robot, je prends un exemple encore en ce moment sur les marchés parisiens, et partout en France d'ailleurs, en l'occurrence, parisien, c'est moi qui fais mes courses, mais il y a des fraises espagnoles, c'est pas les fraises françaises, est-ce qu'il faut pas les manger parce qu'elles ressemblent pas aux fraises françaises, ou on peut les manger tout en sachant que c'est un peu autre chose? Non, parce que là, le problème est instantané. Vous goûtez une fraise espagnole que vous avez achetée déjà à un prix relativement correct, et dans peu de temps apparaîtront sur le marché les premières fraises avec véritablement le parfum et le goût de la fraise. Donc instantanément vous direz oh là là, faut pas toucher. Je suis pas du tout en train de lancer une campagne de boycott. Ne touchons pas aux fraises espagnoles. Soyons patients. Attendons la véritable fraise. Il y a encore une nouveauté qui est en train de se développer, c'est qu'on élève maintenant, on récolte des fraises dans les agglomérations urbaines, dans des bennes. Alors, je vais aller sur le terrain, voir un peu à quoi ça ressemble et ce que ça donne gustativement parlant. Et obligatoirement, on vous dira bientôt d'élever, de cultiver vos fraises sur votre balcon, si vous avez la chance d'avoir un balcon. Vous avez rencontré, vous êtes ami des plus grands noms de la cuisine française, Bocuse, Ducasse, j'en parlais, Trois Gros, Robuchon, Du Tournier, Sandrins, Loiseau, défunt et regretté Bernard Loiseau, qui incarne parmi tous ces noms que je viens de citer, ou d'autres d'ailleurs, qui incarnent le mieux, à vos yeux, la gastronomie française. S'il y avait un nom qu'il fallait... Alors là, c'est une véritable colle, Martial, simplement que tous ces hommes se valent, et c'est
à leurs clients de les juger. Je ne crois pas du tout au classement que les guides délivrent comme ça arbitrairement. Le mieux, c'est de mettre leur nom dans un chapeau et de leur dire « Ah, aujourd'hui, c'est Monsieur Bocuse qui est élu le cuisinier de l'année ». Ça rime strictement à rien. Ce sont tous de grands professionnels et en plus, ils ont, pour certains, des particularités de pouvoir avoir eu des brigades avec des jeunes et de leur communiquer leur savoir. C'est-à-dire que c'est un savoir qui se communique quotidiennement. Aujourd'hui, on les met également pour savoir quel est le meilleur cuisinier. Il faut avoir la chance et les moyens, bien sûr, de pouvoir aller chez un tel et dire « c'est vraiment lui qui m'a le plus épaté ». Il y en a un qui a fait l'unanimité à une époque, et j'étais pas le seul à l'avoir, non pas découvert, parce qu'on ne découvre jamais rien, mais il était véritablement en avance sur son temps. Il s'appelait Alain Chapelle, et Alain Chapelle a été un formateur de nombreux jeunes chefs, je ne les connais pas tous. Alain Ducasse sort de la brigade d'Alain Chapelle. Mais chez Paul Bocuse, il y a un autre sens de l'hospitalité et un sens de la cuisine que seuls des grands noms peuvent avoir. Alors évidemment, c'est très compliqué parce que là, on expliquera ça à nos lecteurs aussi, il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes, c'est-à-dire qu'il y a des chefs patrons, c'est des affaires familiales, et puis il y a maintenant des chefs qui sont dans des très grands groupes. Par exemple, Alain Ducasse a 2 employeurs. Il a les moyens d'avoir 2 employeurs. Il a le sultan de Brunei, propriétaire du groupe Dorchester, au Plaza Athénée, avenue Montaigne à Paris. Et puis, il a la Société des Bains de Mer avec le prince de Monaco, qui est le principal administrateur de cette société. Donc, ils ont des facilités. Paul Bocuse, c'est une affaire transmise par ses parents qui la détenaient de leurs parents. Donc il y a une succession. Là, on a évoqué le fait qu'on a eu la chance d'avoir Pierre Troisgros qui nous a parlé des recettes dont il a le secret parce qu'il a beaucoup d'humour. Et c'est son jeune fils Michel qui vient de déménager et qui est à 7 km de Roanne. Ils ont abandonné le restaurant aux couleurs saumon, la recette mythique des frères Troisgros. Et maintenant, ils sont en pleine nature. Alors évidemment, c'est des investissements colossaux, mais il y a aussi celui qui pense aujourd'hui démarrer tout seul. À mon avis, il n'a aucune chance. Est-ce que tous ces grands noms que je vous ai cités, c'est mérité? Est-ce que véritablement, c'est pas usurpé? On a l'impression véritablement que ce sont des personnes solides sur lesquelles on peut dire que si le nom est apparu, c'est qu'il y avait derrière un talent, un art, un savoir-faire remarquable. Il n'y a pas de talent usurpé dans la gastronomie? Si, il y en a de plus en plus parmi les jeunes. On ne va pas profiter, je ne vais pas profiter de votre invitation pour... vous ferez sur Radio Liberté, elle porte bien son nom. Bien sûr, non, mais si vous voulez, le système le plus difficile, c'est le système des guides gastronomiques. Pendant des années, là il y a un changement qui vient de s'opérer il y a à peine 15 jours, 3 semaines, la rédactrice en chef du guide Michelin, Juliane Caspar, était de nationalité allemande. On peut se poser quand même tranquillement la question de savoir ce qu'une jeune femme allemande vient faire dans la gastronomie française. On ferait la même chose. Elle peut avoir les mêmes qualités qu'un Français pour les découvrir. C'est pas. Alors là, je suis pas du tout d'accord, mais on n'est pas obligé d'être d'accord, Martial. Simplement que on irait en Allemagne. Je choisis l'Allemagne parce qu'elle a exercé quand même pendant de nombreuses années. Elle vient d'être remplacée par un nouvel inspecteur qui lui avait 20 ans de maison. C'est compliqué. J'aurais bien aimé que les cuisiniers non pas se rebellent, mais expliquent que la cuisine française aux Français. Dans la gastronomie française, vous venez de le dire à l'instant, dans le monde de la restauration, il y a une constante depuis 30 ans en fait, que vous faites ce métier. C'est la toute-puissance du guide Michelin, que vous évoquiez à l'instant, qui distribue ses macarons, qui défait aussi des carrières, des notoriétés. Est-ce qu'il faut quand même néanmoins
s'en remettre ou pas au guide Michelin? Écoutez, très méchamment, je vais dire qu'on a l'adresse et le téléphone, c'est déjà utile, donc on sait où on peut aller. Mais après, moi je crois beaucoup au jugement sans appel du consommateur. S'il n'y avait pas eu de Michelin, par exemple, on ne saurait pas qu'à l'Aïol, il y a un grand restaurateur depuis des années. Ça serait resté à l'Aïol, maintenant la France entière le sait. Oui, bien sûr, mais le guide Michelin a été beaucoup plus clair dans ses jugements à une certaine époque qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne connaît pas les critères, on ne sait pas pourquoi on va s'engager dans cette course aux étoiles. Les étoiles, on les attribue, on ne sait pas pourquoi, on les retire, on ne sait toujours pas pourquoi, et les cuisiniers, les chefs, propriétaires de leurs affaires ou d'autres, c'est très compliqué parce que ça, on l'expliquera plus en détail. Il y a des chefs qui ont signé des contrats et ils s'engagent à avoir, dans un laps de temps très précis, leur 3e étoile. Ils ne l'ont pas. Leur employeur leur dit « au revoir, monsieur ». Donc, à partir de là, ils se retrouvent sur le marché du travail. Donc, tout ça est quand même assez nébuleux, simplement parce que les consommateurs, les clients et les journalistes ne le savent pas véritablement. Et peut-être que grâce à nous, on va un peu accéder aux coulisses de la restauration française. Une question incidente. Est-ce que quand on a des critiques citoyennes, par exemple le site TripAdvisor qui permet à toutes les personnes dans le monde entier de donner leur point de vue sur un restaurant, quand il y a 200, 300 avis, est-ce que vous considérez qu'il faut s'y fier ou qu'il faut s'en méfier de ce type de démarche? C'est là encore très compliqué. Aujourd'hui, c'est la grande libération. Le client qui est mécontent va se défouler sur Internet via TripAdvisor ou La Fourchette. Souvent, dans des établissements que je connais et que je fréquente, les commentaires sont terribles. C'est d'une méchanceté sans nom. Et il n'y a aucun élément de régulation. Pas plus que quand le guide décide de vous retirer votre étoile, on ne vous convoque pas pour vous dire « Monsieur François Robot, c'était pas bon, il y avait trop de sel, c'était pas comme si, c'était pas assez cuit. » La plupart du temps, avec les produits industriels ou les produits de grande consommation, aujourd'hui, dans notre assiette, on a beaucoup de mal à identifier. C'est un problème de confiance. On fréquente des restaurants, on connaît le chef, on sait qu'il va faire ses achats ou à Rungis ou dans les grands magasins réservés aux cuisiniers depuis quelque temps, qui ont pratiquement le monopole des fournitures. On va les citer, il y a Métro d'un côté, Transgourmet de l'autre. Alors à partir de là, ce sont aussi des auberges espagnoles, parce qu'on peut acheter tout ce qu'on veut en fonction des prix que l'on veut dépenser pour mieux nourrir ses clients. On va suivre tout ça avec intérêt vraiment sur Radio Liberté. Nous sommes en pleine période électorale, ça ne vous a pas échappé, je pense. Absolument. La cuisine et la gastronomie peuvent-elles être des questions politiques essentielles aussi? Oui. Oui, je le pense très sérieusement parce qu'il y a des restaurants fréquentés par les hommes politiques d'une même famille. Je vais le citer, très ami avec le Père Claude, avenue de la Motte-Piquet à Paris dans le 15e. Ça a été institution parisienne. Absolument. Baptisé grâce à Jacques Chirac qui est venu il y a une vingtaine d'années. Les confrères de la presse parisienne et de la presse internationale se sont véritablement précipités dans ce restaurant, et aujourd'hui dans ce restaurant qui souffre comme beaucoup de restaurants actuellement, parce que ça on l'évoquera aussi au fur et à mesure de l'actualité, les restaurants c'est plus la joie de vivre, hein. Il y a énormément de restaurants qui tirent la langue au niveau de la clientèle qui le fréquentait. Mais pour en revenir au Père Claude, il y a énormément d'hommes politiques qui viennent comme ça, je ne vais pas dire que c'est un pèlerinage, mais le Père Claude il y a peu de temps a accueilli, je cite son nom aussi, Monsieur Macron, parce qu'il a une permanence dans le 15e et il n'était jamais venu chez le Père Claude, mais il est venu chez le Père Claude pour voir, il y a
une photo de Chirac. Il est peut-être amené par le petit-fils de Jacques Chirac, non? Ah bah oui, maintenant que Martin a rejoint. Et au Père Claude, on propose de la tête de veau ou pas alors? Oui, bien sûr, absolument. Bien sûr, voilà. Toute l'année à la carte, en cocotte, et elle est exceptionnelle. Et là, on va éventuellement contacter des gens qui ont des recettes du patrimoine pour renseigner nos amis auditeurs et téléspectateurs, mais de la manière la plus simple possible. On n'est pas dans Top Chef, on ne pleure pas quand on fait la cuisine, sauf quand on épluche des oignons, et encore il y a des systèmes qui permettent d'éplucher les oignons sans pleurer. Alors, ma dernière question, il me reste 1 minute, elle est plus personnelle. Vous êtes le secrétaire général d'un groupe influent, secret, qui se réunit secrètement, le 5A, un signe distinctif qui correspond à l'association d'utilité publique intitulée Association amicale des amateurs d'andouillettes authentiques. Absolument. La 5A, la fameuse 5A qu'on voit apparaître sans d'ailleurs souvent comprendre de quoi il s'agit sur les menus qui proposent une andouillette. Comment faire aimer l'andouillette? Vous avez 54 secondes pour nous faire aimer l'andouillette. C'est pas gagné. Là, je ne vais pas citer Édouard Herriot qui avait dit que l'andouillette, ça doit avoir une certaine saveur comme voilà, la politique. Ça va pas rien à voir. Non. À en vendre. Alors, faire confiance aux rares charcutiers maintenant, ils sont de moins en moins nombreux, qui fabriquent une andouillette d'une manière traditionnelle, avec des porcs de qualité. Ça existe encore. Il faut les trouver, il faut les chercher. Quand on les a cherchés, on les trouve. Et mettre les épices qui conviennent et ensuite avoir envie de manger ce produit qui est absolument délicieux. Voilà. Et quand l'andouillette est bonne, vous lui donnez le label 5A. Absolument. Voilà, maintenant nous savons que c'est l'association amicale des amateurs d'andouillettes authentiques. Enfin, nous serons intelligents en lisant un menu qui propose des andouillettes. Grâce à vous. Eh bien, écoutez, on vous retrouve avec plaisir sur Radio Liberté. Radio Liberté, eh bien, c'est sur le site tvliberté.com, sur l'application tvliberté.com. Vous savez qu'il y a la matinale à partir de 7h du matin jusqu'à 9h. Et bientôt, eh bien, François Robot avec son émission gastronomique sur Radio Liberté. Et on vous tiendra au courant, bien sûr, sur TV Liberté. Merci François Robot. Merci Martial.